Vous allez voir, c'est un travail qui est plus à vocation pédagogique de mise en pratique des systèmes de mesure radar et de compression d'impulsion, compression en azimut. Et ce qu'on s'est proposé de faire avec mon collègue Wei Kefeng de Xi'an University en Chine, c'est de regarder si on pouvait utiliser le radar spatio-porté Sentinelle-1 de l'Agence spatiale européenne comme source non coopérative dont les signaux vont être observés par une radio logicielle, ici une B210, et puis une Raspberry Pi 4. Donc en fait, c'est une manip à une paire de milliers d'euros que je pense on peut assez facilement reproduire dans un cadre pédagogique et ludique. Et c'est le contexte de ma présentation que d'essayer de fournir les principaux résultats et méthodes pour essayer de partager ces résultats. Alors, pour rapidement introduire à l'auditoire qui ne serait pas complètement familier avec ce qu'est un radar passif, la difficulté de la mesure par radar, c'est que intrinsèquement, ce sont des signaux puissants, puisque le signal radar va décroître comme la puissance quatrième de la distance, et donc on a un bilan de liaison encore plus défavorable que ce qu'on a l'habitude de connaître en liaison unidirectionnelle. Et par ailleurs, la résolution en distance, la résolution spatiale d'un radar va être déterminée par la bande passante du signal, comme étant la vitesse de la lumière divisée par 2 fois la bande passante, 2 fois pour l'aller-retour du signal. Et donc, si on veut une bonne résolution spatiale, il va falloir augmenter la bande passante. Et ça, c'est deux choses que généralement, on n'a pas le droit, au moins en tant que civil, d'utiliser, c'est-à-dire des signaux radiofréquences puissants et de larges bandes passantes. Et donc, le concept de radar passif, qui est relativement commun chez les universitaires et les amateurs qui n'ont pas le droit d'émettre de signaux dédiés au radar, c'est de dire on est constamment entouré des signaux électromagnétiques qui répondent à un certain nombre de ces contraintes, et pourrions-nous utiliser ces signaux d'opportunité pour faire de la mesure radar. Donc, ce que les gens qui font de la communication numérique appellent du multichemin, du multipath, nous, en radar, on va appeler ça la mesure de cible. Donc, dans le contexte d'un radar passif, on a une source émettrice non coopérative, qui est souvent un émetteur de télévision, un émetteur FM, un émetteur dont on voudrait être le plus puissant possible et le plus large bande possible. Et puis, comme on ne sait pas a priori ce que cet émetteur est en train d'envoyer, on va avoir une antenne de référence qui va observer ce signal direct. Alors, généralement, c'est une antenne directive qui va viser directement le signal d'opportunité qui illumine la scène. Et puis, on a un deuxième récepteur qui, lui, va observer. Généralement, on essaie d'éviter qu'il soit ébloui par le signal direct. On va essayer de le shielder un petit peu. Et puis, il va observer les signaux réfléchis. Alors, par exemple, en retard, si ce sont des cibles statiques. Et puis, en retard et en décalage Doppler, si ce sont des cibles mobiles. Et donc, ça va nous donner le concept de radar bistatique passif, Passive Bistatic Radar, PBR. Et ça va être fortement facilité si ces deux récepteurs ici, ces deux étages de réception, de surveillance et de référence, sont cadencés par la même source. Ça nous fait un récepteur cohérent, et si on est cohérent, on va pouvoir faire de la mesure en phase. Et par ailleurs, dans un contexte de radiologiciel, on va essayer de traiter un maximum les signaux après échantillonnage le plus tôt possible. Donc, dans un contexte de radiologiciel, on va transposer le signal radiofréquence en bande de base par un mélange direct, puisque maintenant les mélangeurs ont une isolation suffisante pour faire cette opération sans fréquence intermédiaire. On va échantillonner le signal et on va traiter l'ensemble des opérations par logiciel, donc dans notre cas, au travers du logiciel NuRadio. Et puis finalement, ce qu'on va vouloir éventuellement rajouter, en plus de la distance à la cible et la vitesse à la cible qu'on détecte par le temps de vol et le décalage Doppler, on va éventuellement vouloir avoir une résolution azimutale, et soit on va donner une diversité spatiale à ce couple émetteur-récepteur, c'est-à-dire le radar à ouverture synthétique classique dans lequel les sources et les récepteurs se déplacent. Et là, dans ce cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de voir si on peut bénéficier du mouvement de l'émetteur pour faire de la compression en azimut, c'est-à-dire faire de la résolution azimutale pour faire de l'imagerie en 2D. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on se place. Alors on n'est pas les premiers à faire ça, hein. Il y a un certain nombre de littératures et de thèses qui ont été faites sur ce sujet-là. Et là, moi, l'objectif que je m'étais donné à titre pédagogique, c'était est-ce que j'arrivais à refaire ce qui est publié, et est-ce que j'arrive à le faire avec des moyens, on va dire, relativement amateurs, puisque j'ai fait ça pendant le confinement en grande partie depuis mon balcon. Alors, maintenant qu'on a posé le contexte, pourquoi Sentinelle-1 et pourquoi le radar spatial? En fait, à l'origine, je m'étais intéressé à Sentinelle-1 comme étant une source radiofréquence en bande C à 5 giga 405
qui orbite à 700 km d'altitude. C'est une orbite polaire classique, avec ses 15 révolutions par jour, 90 minutes par orbite. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est une source de presque 5 kW avec 60 MHz de bande passante. Et donc là, je réponds aux deux exigences de puissance et de bande passante. Et donc, en fait, ce satellite va survoler la Terre en illuminant en illumination oblique la surface de la Terre, selon différents modes d'opération. Sur les terres émergées, le plus courant, c'est ce qu'ils appellent Interferometric Wide, IW, dans lequel on a un certain nombre de balayages de la source sur le sol. Et donc, l'objectif, c'est, nous étant au sol, est-ce qu'on peut capter ce signal et est-ce qu'on peut bénéficier de ce signal pour cartographier autre chose que le signal qui va être rétrodiffusé vers le satellite? Est-ce qu'on peut faire de l'imagerie au sol en recevant ce signal? Et on va bénéficier du mouvement du satellite le long de son orbite pour essayer de faire de la compression en azimut. Donc, voilà l'objectif de cette présentation. Alors, à l'origine, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était que l'Agence spatiale européenne, quand ils ont lancé Sentinel-1, en fait ces deux radars, Sentinel-1A et Sentinel-1B, ces deux radars, ces deux signaux sont disponibles auprès du site Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les données brutes sont disponibles, c'est-à-dire avant compression en azimut et en distance, mais les flux de données IQ brutes fournis par le radar, y compris les zones de silence et y compris un certain nombre d'informations qui permettent de retrouver les émetteurs au sol, des choses de ce type-là. Et donc, en fait, je m'étais intéressé parce que l'Agence spatiale européenne dit qu'elle ne supporte que les données de niveau 1, c'est-à-dire déjà traitées. Ils donnent à disposition les données de niveau 0, mais ils n'en expliquent pas le fonctionnement. Et donc, j'avais passé un peu de temps pendant le confinement à essayer d'écrire un logiciel pour décoder ces données de niveau 0. Et donc, c'est sympa, on peut détecter les émetteurs non coopératifs au sol, des choses de ce type-là. Donc, je connaissais relativement bien la structure des signaux de Sentinel-1. Et connaissant la structure des signaux de Sentinel-1, on peut se dire, est-ce que je vais pouvoir les exploiter pour faire du radar passif? Donc, voilà un exemple de structures telles qu'on les a avec le logiciel Snap, qui est une bibliothèque fournie par l'Agence spatiale européenne pour traiter les données. Donc, on voit par exemple que lors de son vol, ça c'est les IW dont j'ai parlé avant, IW1, IW2, IW3, et au sein de chaque illumination du faisceau radar, il y a des sous-bandes, des bursts. Et donc, en fait, si on connaît notre localisation à la surface de la Terre, on peut retrouver quel interferometric wide et quel burst va illuminer la surface, et donc on peut en déduire les paramètres d'illumination. Alors, ceci étant dit, voilà ce qu'on a depuis le sol. Donc, si je prends une antenne, que j'attends que Sentinel-1 passe au-dessus de Besançon, où je me trouve, eh bien, je peux récupérer des signaux. Alors, dans ce cas, par exemple, j'ai fait 2 essais avec une antenne cornée relativement directive, une antenne cornée en bande C à 20 dB de gain, c'est un peu volumineux. Donc, je m'étais dit peut-être que le signal sera extrêmement faible et je vais avoir besoin de gains pour détecter ce signal. Et puis, l'autre chose, toujours à titre pédagogique, mais surtout pour un peu plus d'ouverture angulaire, parce que l'antenne cornée, elle est relativement étroite, elle a 16 degrés d'ouverture. Je m'étais fait des antennes hélicales, un tube en téflon creux sur lequel j'ai bobiné un fil de cuivre. Et puis j'ai un peu regardé ce qu'on pouvait recevoir. Alors déjà, la première conclusion, c'est que la puissance émise par Sentinel-1 est tellement importante que ça ne sert à rien d'avoir un cornet de fort gain, même avec une antenne relativement peu directive. On a un signal, c'est le signal rouge ici. Le signal rouge est parfaitement visible. Et en fait, l'objectif, c'était de faire tout ça avec la radio logicielle. Donc, la radio logicielle, elle a un gros problème, c'est la bande passante. C'est qu'en fait, on peut échantillonner super vite, mais est-ce qu'on peut communiquer super vite? Et donc là, le challenge, c'était de réussir à récupérer les 60 MHz Sentinel-1 avec une radio logicielle. Donc, la B210 peut produire 56 mégas échantillons secondes. Donc, on n'est pas loin des 60 MHz de bande passante, mais le problème, c'est qu'il faut les récupérer et les stocker. Alors, moi, mon ordinateur en USB 2, il n'arrive jamais à récupérer 56 mégas échantillons secondes. D'où l'intérêt de la Raspberry Pi 4 avec son USB 3 et surtout la version 8 Go dont je peux faire un RAM disque avec des bandes passantes énormes de stockage. Et donc, on va être limité par les 8 gigaoctets de stockage. Alors, 8 gigaoctets, si on prend un flux de données IQ, ça fait 57 secondes de données qui peuvent être stockées. Donc, si vous regardez l'axe des abscisses, en fait, le temps pendant lequel Sentinel va illuminer une zone donnée, ça dure à peu près 5 secondes. Et si on dit qu'on n'est pas très exact avec notre horloge, on va enregistrer à peu près 30 secondes pour essayer d'être sûr de capter ce signal et de compenser les erreurs éventuelles entre l'horloge locale et l'horloge de Sentinel au moment où il illumine. Donc, voilà un petit peu le type de signal qu'on va obtenir et on voit les différents
bursts les uns après les autres. Donc, j'illumine selon IW1, puis IW2, puis IW3, puis le burst suivant, IW1, IW2, IW3. Donc, on retrouve les choses qu'on avait connues en level 0 et les différentes informations qu'on reçoit comme un signal radiofréquence depuis le sol. Et parmi les données qui sont transmises par Sentinel-1, il y a le Pulse Repetition Interval, donc en fait le taux de répétition des impulsions. Et si on connaît le taux de répétition des impulsions, on peut essayer d'attribuer à chaque signal qu'on a reçu ici. Donc on prend notre signal temporel et puis on en refabrique une matrice avec les différentes durées de taux de répétition de Pulse Repetition Interval. Et on voit bien qu'ici, avec SW1, les cibles fortes s'alignent et puis les autres, parce que le taux de répétition d'impulsion change avec les IW. Donc ici, les cibles s'alignent selon IW1, ici elles s'alignent selon IW3, ici elles s'alignent selon IW2. Donc on est bien capable d'assigner à chaque impulsion ici des paramètres de taux de répétition d'information. Si on connaît le Pulse Repetition Interval et qu'on connaît donc de combien a avancé Sentinelle sur son orbite, on doit pouvoir en déduire la compression en azimut et en distance. Donc ça, c'est ce qu'on voulait faire. On n'a récupéré qu'une seule information. On dit qu'on connaît la structure de l'information, donc ça ne sert à rien d'avoir un signal de référence, puisqu'on sait exactement la structure du signal transmis par Sentinel-1. Donc, essayons déjà de faire la compression en distance, range compression, par corrélation. Donc, on prend chacun de ces signaux, on fait la corrélation avec le chirp tel qu'il est publié dans les télémétries de Sentinel-1, et ça ne marche pas du tout. Et ça ne marche pas du tout parce que ce qu'on se rend compte, c'est que pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a fait de la compression en distance, pouvoir faire de la compression en azimut, il faut que les cibles soient toutes à la même distance, puisque après la compression en azimut fait l'hypothèse que azimut et distance sont séparés, sont deux espaces orthogonaux, et je voudrais pouvoir traiter en azimut après avoir fait la compression en distance. Et on voit ici qu'une cible puissante proche, en fait, elle n'accumule pas l'énergie à une même distance, mais la distance change. Et en fait, à l'analyse, c'est simplement parce que le satellite il va relativement vite sur son orbite, il va quand même à 7,5 km par seconde. Et donc, pendant les 5 secondes de l'acquisition, le satellite a bougé de près de 35 km. Et donc, ma cible relativement proche, à quelques centaines de mètres ou kilomètres de mes récepteurs, en fait, la variation de distance du satellite est significative. Et l'hypothèse de distance constante pour faire la compression en azimut n'est pas vérifiée. Donc, on n'a pas le choix, il va nous falloir enregistrer le signal de référence pour corréler non pas avec la forme du chirp régénéré depuis le sol, mais avec le vrai chirp tel qu'il a été reçu par une antenne de référence, et ce, toujours le même problème de la bande passante de la radio logicielle, au détriment de la bande passante. Si j'ai deux canaux, je divise par deux la bande passante, donc je ne vais pas pouvoir bénéficier de toute la bande passante de Sentinel-1, je n'aurai que 30 mégaéchantillons par seconde au lieu des 60 mégaéchantillons par seconde, des 60 MHz, réduisant la résolution en distance à 5 mètres. Donc, on fait ça. Alors, la beauté de la radio logicielle, c'est que quand je veux rajouter un canal, tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin de sortir mon fer à souder, je prends mon code et puis je copy-paste. Donc, je duplique simplement toutes les lignes. Donc, tout ce qui était avec la canal 0, je le duplique en canal 1. Et voilà, donc on prend simplement l'exemple qui est fourni dans GNU Radio, on duplique toutes les lignes. Il n'y a rien de très exotique, si ce n'est que pour maximiser la bande passante, il faut absolument réduire la taille des échantillons. C'est-à-dire que, en tout cas, la Raspberry Pi 4, si je laisse les échantillons en 16 bits, tels que pour représenter les 12 bits d'origine, on n'arrive pas à atteindre les 30 mégas échantillons par seconde. Il y a des overflows, ça dépasse la capacité de communication. Donc, bien penser à passer en 8 bits, on perd un peu de résolution, on perd un peu de dynamique, mais ça n'a pas handicapé notre capacité à faire la mesure. Et donc, à la fin, on récupère deux fichiers dont l'hypothèse, c'est qu'ils ont été acquis exactement au même instant. C'est-à-dire que GNU Radio a interlacé les deux flux de données et chaque IQ de la référence correspond à un IQ de la voie de mesure. Donc voilà, ça fait un petit code qu'on exécute sur la Raspberry Pi 4 pour échantillonner ces signaux jusqu'à avoir rempli les 8 Go de RAM, c'est-à-dire la trentaine de secondes de signal émis par Sentinel-1. Alors, du coup, si on n'a que 30 secondes, il ne faut pas se planter, il ne faut pas rater le passage de Sentinel-1 qui passe quand même assez vite. Et comment fait-on pour savoir à quel moment passe Sentinel-1 ? Si je connais ma localisation ici à Besançon, dans l'est de la France, alors Sentinel-1, il est en side-looking, donc en fait, il illumine à 45 degrés. Donc, en réalité, Sentinel-1, il passe au-dessus de la Bretagne, au-dessus de Bordeaux, au moment où il illumine Besançon. Donc, ça ne m'aide pas beaucoup. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est que quand on va chercher les données sur le site Copernicus de la
l'Agence spatiale européenne. Les données Copernicus, que ce soit les données brutes ou que ce soit les données compressées en azimut et en distance, sont datées. Et en fait, la datation se fait en années, mois, jours, heures, minutes, secondes du début de la surface imagée et heures, minutes, secondes de la fin. Et on voit ici qu'on va on va ici, de 17, 24, 29, 17, 23, 56. Donc, on voit qu'on a une durée de 30 secondes. Chaque jeu de données qui fait à peu près 4 gigaoctets sur le site Copernicus dure environ 30 secondes. Et ça tombe bien, 30 secondes, c'est ce qu'on arrive à mettre dans la Raspberry Pi 4. Donc, on va s'appuyer sur ces informations de fichiers pour dire exactement à quel moment on va lancer l'acquisition. Et si on sait à quel moment lancer l'acquisition, on est sûr qu'on aura les différents interferometric white bursts dans nos acquisitions et on pourra faire le traitement correspondant. Donc voilà, on va s'appuyer sur ces données et on peut savoir où est physiquement Copernicus au moment de l'illumination. Alors, on fait ça, c'est-à-dire qu'on va mettre une antenne de référence qui va pointer vers Sentinelle-1, une antenne de surveillance qui va pointer vers les cibles observées. Ici, ça vise vers l'ouest, ça vise vers l'est. Et voilà les jeux de données qu'on a acquis. Donc voilà un exemple dans lequel j'ai fait la compression en azimut et en distance. Donc compression en distance par corrélation du signal de référence avec le signal de mesure et compression en azimut simplement par transmet de Fourier inverse, juste pour voir si ça marche. Aucune prétention d'avoir des axes corrects. Et là, c'est l'apothéose parce qu'on voit qu'il y a des structures qui se forment. Donc, ça marche. On ne sait pas encore exactement bien pourquoi ça marche, mais ça marche. Donc, on va pouvoir persévérer. Il y a compression en azimut, compression en distance, compression en distance, compression en azimut, et des structures qui se forment. Maintenant, il va falloir projeter ça sur un référentiel géographique. Dans cet exemple, je ne savais pas quelle serait la puissance que je récupérerais des cibles, et j'ai fait le choix de mettre l'antenne directive, donc le cornet, en direction des cibles et l'antenne à faible gain en direction de Copernicus. On va voir que ce n'est pas très malin. Et puis là, il y a la B210, la radio logicielle, qui est accrochée sur le cornet. Donc, le contexte expérimental de cette manip, j'appuie une fois de trop, c'est, voilà, donc ça c'est sur le balcon, l'antenne cornée qui vise les différentes cibles, et puis il faut tirer l'antenne de référence qui regarde sur la face opposée. Donc, chez moi, il faut que ça traverse l'appartement, il faut que ça traverse la cage d'escalier, il faut que ça arrive jusqu'à l'antenne de référence qui pointe vers Copernicus. Et dans ce cas-là, avec la quinzaine de mètres de câble que ça fait, à 5 giga 405, vous perdez une trentaine de dB sur du RG58. Donc, il faut quand même prendre du câble coax un peu correct. Donc, du LMR 400 ici pour des paires de moins de 6 dB. Et on a des signaux tout à fait raisonnables sur cette distance de mesure. Alors, une fois qu'on s'est convaincu que ça marche dans un environnement contraint, on va faire ça dans un environnement un peu plus souple parce que l'objectif, c'est d'avoir des signaux qui sont le moins atténués possible par la zone de relais ou par les angles rasants. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au sommet d'une colline. C'est une des collines qui entourent Besançon. Et donc là, c'est un montage complètement portable avec cette fois-ci 2 antennes hélicoïdales, une antenne qui pointe vers le satellite, une antenne qui pointe vers la cible. Ça, c'est la citadelle de Besançon avec sa falaise. Et ici, la Raspberry Pi 4 avec une alimentation USB. Donc, on a à peu près 2 heures d'autonomie sur une telle batterie. Donc, on peut aller se faire quelques mesures. Et voilà le type d'image qu'on va obtenir, donc avec des réflecteurs qui sont cartographiés sur les différentes cibles qui peuvent être illuminées par Sentinelle. Alors, normalement, il y a 2 sentinelles qui volent et qui sont conçues pour voler en opposition de phase, donc à illuminer une fois tous les 6 jours. En ce moment, ils en ont cassé un des 2, donc il n'y a plus que 12 jours de répétition. Sentinelle 1B est cassé. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une mesure tous les 12 jours pour avoir la possibilité de faire ce type d'image. Alors, pourquoi ça marche? Si on regarde un peu plus en détail pourquoi ça marche, à la base, la partie compression en distance, il n'y a aucun degré de liberté. C'est la corrélation entre référence et surveillance. Et on passe ça dans le domaine de Fourier pour être un peu efficace et avoir un algorithme en n log n au lieu de n carré. Donc, on va passer par transformée de Fourier de la référence fois complexe conjugué de la transformée de la Fourier de l'antenne de surveillance. Et ça nous donne la compression en distance. Alors, en azimut, c'est à peine plus compliqué parce que si on prend une hypothèse d'onde plane, là, ce n'est pas compliqué parce que c'est la transformée de Fourier inverse de la suite géométrique des phases qui illumine chacune des antennes. Alors là, dans le contexte du satellite qui vole sur son orbite et qui illumine la référence et la surveillance par rapport à une réflexion, ce que m'a enseigné Weike sur ce traitement, c'est de développer chacun des termes, le signal direct et le signal qui arrive, donc le signal direct qui arrive à la référence et le signal réfléchi sur la cible qui arrive ensuite à la surveillance,
Ces deux signaux, si on les développe en série de Taylor, donc on prend la distance de chacun de ces termes, on en déduit un temps de vol et on en déduit que le satellite étant très loin par rapport à la distance cible-antenne, on fait un développement de Taylor qui permet de séparer les deux contributions que sont la compression en azimut et la compression en distance. Et donc, si on arrive à séparer ces deux termes qui contribuent à la phase, on peut faire deux transformées de Fourier, donc une transformée de Fourier 2D, une qui comprime en distance et une qui comprime en azimut. Donc, tout ça, c'est extrêmement bien décrit dans ce tutoriel là-dessous qui m'avait inspiré et qu'on a mis en œuvre sur les images de Sentinel-1. Donc voilà un peu la théorie à mettre en œuvre. Donc si maintenant on regarde un peu les résultats, alors la principale subtilité que je n'ai pas le temps de développer dans le temps imparti ici, c'est qu'une fois qu'on a fait la projection de la compression en azimut et en distance, il faut encore faire une projection du plan satellite récepteur cible vers le plan terrestre. Et ça, c'est la partie la plus verbeuse en termes de maths, c'est de venir projeter ces éléments sur le plan tangentiel à la Terre. Et cette projection-là couple distance et azimut. Et si on se trompe, c'est là qu'on fait des fautes à la fois en azimut et en distance. Au début, c'est ce qu'on avait fait dans la présentation qu'on a faite à GRCon. Il y a une erreur sur ce point-là. Alors voilà un exemple d'acquisition qu'on a faite depuis le Mont Valérien, donc à l'ouest de Paris, quand Sentinel-1 est en phase ascendante et illumine de l'ouest vers l'est. Donc une photo depuis l'esplanade du Mont Valérien avec la Défense, avec la Tour Eiffel ici. Et voilà le type d'image qu'on obtient. Donc ça, c'est typiquement l'ouverture angulaire des antennes hélicoïdales qu'on a utilisées. Et si on essaye d'attribuer un peu les différentes structures qu'on observe, donc déjà on arrive à relativement bien observer, mais si on vient plaquer ça sur une carte de Paris, eh bien on retrouve ici par exemple la Seine, on retrouve quelques réflecteurs associés à la Défense, on retrouve les allées du Bois de Boulogne et puis on retrouve la Tour Eiffel. Si vous regardez en détail, la superposition est parfaite entre la localisation géométrique de la Tour Eiffel et le réflecteur qu'on a obtenu ici. Par contre, la distance, on est typiquement sur du 4-5 km. J'espérais avoir la butte Montmartre et elle est trop loin, on n'arrive pas à la voir. Et puis, notez que tout ce qui est ici sur l'hippodrome de Longchamp, c'est une grande zone de pelouse, donc aucune cible qui diffracte un petit peu les ondes électromagnétiques. Donc là, on a un miroir qui ne renvoie rien vers les récepteurs. Donc là, on a très peu de réflecteurs. Donc là, tout ça, ça colle bien avec ce qu'on s'attend à avoir dans les structures géométriques qui correspondent aux réflecteurs autour de Paris. Alors, de la même façon, on peut faire la même chose à Besançon. Si je reprends une analyse quantitative de l'image qualitative que je vous ai montrée auparavant, donc ici, je me mets sur le Fort Chaudane, je mets mon récepteur bistatique qui observe en direction de… Alors, je fais toujours des observations en direction de l'Est parce que c'est un passage du soir vers 18h, 19h, alors que le passage descendant qui vise vers l'Ouest, c'est tôt le matin à 6h, donc c'est plus facile de regarder vers l'Est, mais vous avez aussi les passages descendants qui permettent d'observer des cibles dans la direction opposée. Et en fait, ce sur quoi je vais absolument insister dans cette analyse, c'est qu'il n'y a aucun degré de liberté autre que la rotation de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les distances sont imposées par la géométrie de l'orbite. Connaissant l'orbite du satellite, on en déduit sa vitesse, on en déduit l'incrément de déplacement par rapport à son pulse repetition interval, et il n'y a aucun degré de liberté sur les distances en azimut et en range. Il n'y a que le degré de liberté de rotation de l'image pour venir coller sur les structures. Et vous voyez ici, par exemple, sur la carte topographique, on a une excellente relation entre ces réflecteurs et les falaises. Je suis allé regarder ce que sont ces falaises qui sont ici, c'est les falaises du Fort de Montfaucon. Et si vous regardez, là, il y a mes lunettes de soleil, vous voyez que c'est une falaise qui est à peu près plate à l'échelle des 5 cm de longueur d'onde. Donc, on a bien un réflecteur qui est extrêmement efficace à cette distance. Ça, ce sont des collines. Tout ça, ça colle avec les structures. Alors, par rapport à ce qui a été publié auparavant, et notamment ces auteurs qui ont travaillé avec le DLR allemand, qui avaient besoin des paramètres orbitaux exacts de Sentinelle pour faire leur compression en azimut, ici, on n'a pas besoin des TLE exacts, on n'a pas besoin de la description détaillée des paramètres orbitaux, on a juste besoin de savoir en gros comment Sentinelle vole, donc de combien il avance entre deux impulsions, mais pas besoin de connaître exactement sa position dans l'espace. Alors ça marche, voilà, ça marche relativement bien à Besançon. Et puis la dernière chose que j'aurais bien voulu réussir à faire, c'était du radar à ouverture synthétique en phase, donc en fait de l'interférométrie. Et le problème, c'est que en France, j'ai aucun endroit où je peux laisser ces antennes pendant 12 jours sans me les faire détériorer ou sans me les faire voler.
Et donc, j'ai déployé ce système au Spitzberg qui a l'avantage d'être complètement isolé. Alors, c'est aussi pour mettre en évidence la portabilité et l'efficacité du système. Donc, voilà, ça, c'est mes deux antennes, l'antenne de surveillance, l'antenne de référence qui pointe vers le ciel. La B210 est ici, le tout connecté à la Raspberry Pi, où on récupère les données sur le portable. Alors, voilà la carte, la photo aérienne de la presqu'île de Brugger. Nous, on se trouve ici. On vise en direction de cette région-là. Donc, l'antenne de surveillance vise dans cette direction-là. L'antenne de référence regarde vers l'est, le passage de Sentinelle. Et ça, c'est une image de Sentinelle. Donc, ça, c'est l'image telle qu'on la récupère sur le site de l'ESA avec un certain nombre de réflecteurs. Et si vous regardez ici l'image en radar bistatique par rapport à l'image Sentinelle-1, ben, on retrouve un certain nombre de réflecteurs. Les principaux réflecteurs qui ont été imagés depuis l'espace, on les retrouve depuis le sol. Donc, il y a une bonne cohérence entre les observations. Alors, j'ai fait des acquisitions à 12 jours d'intervalle en ayant mon système qui, normalement, ne bougeait pas. Et le fait est, c'est qu'on a des grandes franges d'interférence qui ne permettent pas de faire une mesure en INSAR. Je suppose que c'est là qu'on atteint les limites d'une approche qui n'exploite pas pleinement les paramètres orbitaux. Si vous faites de l'interférométrie radar avec Snap sur le logiciel de l'ESA, la première chose qu'on fait, c'est le Precise Orbit Correction. Il faut aller chercher les paramètres orbitaux pour corriger les images. Enfin en tout cas les flux IQ qui ont été fournis par l'ESA. Et je pense que ce point-là est inévitable si on veut faire une analyse en INSAR, au-delà de simplement le module de la réflexion. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas marché. Je n'ai pas réussi à faire d'INSAR sur ces données-là. Voilà, et puis pour conclure, l'été dernier, j'étais à Clermont-Ferrand et donc voilà les mêmes images depuis le point de vue qui amène au Puy de Dôme avec Clermont-Ferrand en arrière-plan, le système qui a été déployé et les différents réflecteurs, la ville de Clermont-Ferrand qui est ici, il y a un puits qui est là sur la gauche, dont on voit parfaitement les réflexions. Donc, pour conclure, j'ai essayé de vous présenter une solution relativement faible coût, en tout cas accessible dans un objectif pédagogique et éducatif pour introduire le radar passif bistatique, exploitant une radiologicielle et une Raspberry Pi 4. J'ai essayé de montrer comment on pouvait en pratique mettre en œuvre des algorithmes qui me semblent quand même pas complètement triviaux, en vue de faire une projection 2D dans le plan satellite cible radar, puis 3D en projetant sur la surface tangentielle de la Terre avec un système relativement simple. Perspective, faire de l'INSAR, réussir à faire marcher l'INSAR. Et puis là, vous voyez, à chaque fois, je vais sur des sommets de collines pour essayer d'avoir une bonne vue, alors que la mesure ne prend qu'une quinzaine de secondes, 30 secondes tout au plus, alors que le montage est parfaitement compatible avec un petit drone, avec les petits drones joués. Donc, on pourrait très bien monter tout ça comme nacelle de drone et faire une mesure d'INSAR de SAR depuis un drone qui monte à 200 mètres, enfin, ou 120 mètres si on veut respecter la loi, et depuis une zone plane sans avoir forcément accès à une colline. Je pense que c'est un domaine qui est en plein essor puisqu'il y a de plus en plus de radars spatioportés à notre disposition avec des mesures systématiques, contrairement à ALOS ou contrairement à TerraSAR qui sont ponctuelles. Par exemple, la NASA avec l'Agence spatiale indienne va lancer NISAR et NISAR, ça sera du band S et du band C en observation continue avec des données librement disponibles sur le site de la NASA, donc exactement comme Sentinelle-1 de l'Agence spatiale européenne. Voilà, si vous avez envie de poursuivre un petit peu ça, voilà des documents qu'on a publiés. Il y avait un article dans MDPI Remote Sensing. On a présenté ça à la GNU Radio Conference. Attention, il y a une faute dans la présentation de AGRCon. Et puis dans le hackable de mars-avril, il y avait un petit article qui vous décrit aussi la projection sur le plan terrestre et le GitHub qui vous permet de récupérer tous les codes sources associés à cette activité. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions ou des commentaires.